et les non-professionnels qui sont préoccupés par le fait que le désir de cette intervention est suscité par une certaine forme de marketing. De point de vue médical, la chirurgie cosmétique elle est très critiquée parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de guide de bonne pratique, et d'autant plus que cette chirurgie elle est irréversible, d'où la nécessité d'un consentement éclairé. En mai 2007, un article paru dans le British Medical Journal qui condamnait l'engouement pour le remodelage du vagin et notait que sa popularité trouvait son origine dans l'influence des médias commerciaux. Et un rapport international en 2008 par l'Organisation mondiale de la santé, il a exprimé aussi la crainte que la médicalisation ne donne une légitimité à des pratiques abusives. Et puis, sur le plan social, il y a également cette mauvaise image que les femmes auraient d'elles-mêmes et de leur corps, véhiculée par des médias, diffusant des images d'une morphologie idéale des organes génitaux féminins à laquelle il faudrait se conformer. Or, en réalité, il existe une grande diversité dans l'apparence de la vulve. Il existe des différences culturelles en termes de préférences esthétiques et sexuelles pour les lèvres petites ou longues et influencent ainsi la perception de cette diversité. En culture occidentale, les petites lèvres saillantes sont considérées comme peu attrayantes. Au Japon, il y a l'apparence du papillon ailé des petites lèvres est sexuellement admirée. Néanmoins, en Afrique, c'est différent. Il y a l'élongation des lèvres qui est pratiquée dans plusieurs régions d'Afrique, orientale et australe, comme la Zambie, comme Rwanda. Il s'agit au fait d'un rite d'initiation et cette pratique est toujours enseignée aux jeunes filles âgées de 9 à 16 ans. Ce rituel est connu sous le nom de kudanza pour obtenir une taille de lèvres d'au moins 1, voire 1,5 pouce de longueur. Et le mot normal n'a d'ailleurs aucun sens en ce qui concerne les petites lèvres, car il existe autant de lèvres que de femmes. Les standards véhiculés par les films n'ont rien à voir avec la réalité. Une grande démonstration de la variabilité vulvaire est l'œuvre The Great Wall of Vagina du sculpteur McCartney, qui a convaincu 400 femmes à poser pour lui sur une période de 5 ans. C'est une réalisation artistique avec une conscience sociale. McCartney a expliqué que les vulves et les lèvres sont aussi différentes que le visage des gens et il a espéré que cette sculpture sera une aide dans la lutte contre le recours de plus en plus fréquent à cette chirurgie. Le rôle des petites lèvres. Donc, les petites lèvres ont des rôles principaux qui sont primordiaux chez la femme et il convient de préserver lors de toute chirurgie. Elles préviennent la sécheresse vaginale, aident à guider le flux urinaire et protègent la vulve. Lors de la lymphoplastie, il est important de laisser en place une petite lèvre de plus de 1 cm et ne pas dépasser la ligne de Hart lors de la résection cutanéo-muqueuse. Cette ligne, elle correspond en fait à la limite entre la muqueuse et l'épithélium squameux. Enfin, en raison de la richesse des petites lèvres génitales en terminaison nerveuse et de leur sensibilité, elles peuvent influencer la libido et leur stimulation peut augmenter l'excitation et le désir. Donc il ne faut pas trop retirer. De point de vue anatomique, les petites lèvres sont des replis cutanéo-muqueux dépourvus de poils et contenant des glandes sébacées. Et elles sont formées par un double feuillet d'épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé, emprisonnant un tissu conjonctif dépourvu de graisse. Elles se prolongent par 2 extensions au niveau supérieur pour former le frein situé sous le clitoris et le capuchon clitoridien qui recouvre le clitoris. La taille moyenne des petites lèvres est de 2 cm, mais varie. Ce chiffre peut varier entre 7 mm et 5 cm. La vascularisation des petites lèvres est réalisée par un réseau vasculaire entre l'artère pudendale interne et l'artère pudendale externe. En effet, la face antérieure des petites lèvres est alimentée par les branches de l'artère pudendale externe, alors que la face postérieure, quant à elle, est vascularisée par des branches de l'artère pudendale interne. L'artère pudendale interne donne également des branches pour le capuchon clitoroïdien. Concernant l'innervation, la face antérieure des petites lèvres est innervée par les branches du nerf ilio-inguinal et du nerf génitofémoral, la face postérieure étant innervée par des branches du nerf pudendal interne.
Alors, qu'en est-il de l'étiologie? L'étiologie de l'hypertrophie des petites lèvres est souvent congénitale. Cette hypertrophie reste souvent inaperçue jusqu'à la puberté. Il y a des facteurs favorisants comme la prise d'androgènes ou l'irritation chronique. Elle peut s'aggraver avec la grossesse, aussi avec l'âge. Et puis, il existe un mythe comme quoi l'hypertrophie peut s'aggraver avec une activité sexuelle excessive. Mais ça reste un mythe. Pour les classifications, il y avait Motakev qui a effectué une classification centimétrique qui va permettre de classer le degré d'hypertrophie, pouvant avoir un impact sur le choix de la technique de résection. Donc il y a le type 1, la longueur au fait entre 0 et 2 cm, le type qui est au milieu, le type 2, la longueur se situe entre 2 et 4 cm, et le type 3, la longueur dépasse 4 cm. Fort de l'expérience de consultation de plus de 10 ans, il est apparu au docteur Smarito qu'il était beaucoup plus intéressant de s'attacher à la forme plutôt que les centimètres. Grâce à une étude photographique de plus de 100 cas, il a été possible de distinguer 3 formes. Les formes hautes, c'est qu'on appelle l'aspect drapeau. Il y a les formes moyennes plutôt obliques ou papillons, ou bien les formes basses, c'est les formes rondes assez massives. Il est à noter que contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'aspect disgracieux esthétique est beaucoup plus évoqué dans les formes drapeaux. Les types 1 ont une gêne esthétique importante, rarement des signes fonctionnels, alors que dans les types 3, il y a plus les signes sont plus conséquents comme la dyspareunie ou la gêne lors du port des vêtements moulants. Concernant la gêne donc, lors de l'habillage avec les vêtements, ces signes sont souvent constants dans les deux types, que ce soit oblique ou massive et ronde. Les indications. Donc les indications sont subjectives. Il est important de se rappeler qu'il n'existe pas de petites lèvres anormales. Il est également important de ne pas poser d'indications excessives en proposant à une patiente qui ne présente pas de réelle demande à ce sujet. Les lèvres génitales hypertrophiées peuvent causer une gêne esthétique et une détresse émotionnelle. Les lèvres génitales hypertrophiées peuvent entraîner des sensations d'inconfort physique, en particulier lorsqu'elles frottent contre les sous-vêtements. Cela peut causer des irritations, même des douleurs lors des activités sportives. Les lèvres génitales hypertrophiées peuvent également affecter les relations intimes en causant des dyspareunies et des inconforts lors des rapports sexuels. Les principales contre-indications à la lymphoplastie de réduction sont l'absence de longueur suffisante des petites lèvres. En effet, le risque est de laisser une petite lèvre de taille insuffisante, notamment en réséquant ce dernier jusqu'à la ligne ART, et donc d'altérer sa fonction. Le tabagisme est également une contre-indication, car la cicatrisation peut être affectée. Et comme toute opération de chirurgie plastique, l'évaluation globale de la patiente doit être réalisée. Il est nécessaire d'éliminer toute dysmophobie. La Société royale de gynécologie obstétrique de Grande-Bretagne a émis des réserves sur la pratique de la lymphoplastie chez les mineurs en raison de l'explosion du nombre d'interventions chez les moins de 15 ans. Comme toute intervention sur les organes sexuels primaires ou secondaires, il est préférable d'attendre la fin de la puberté. Pour la prise en charge lors de l'évaluation des patientes pour une chirurgie labiale, il est essentiel de comprendre leur objectif, leurs attentes. L'interrogatoire doit notamment s'attarder sur l'historique sexuel, gynécologique. Il est important de décrire à la patiente les bases anatomiques. L'examen des organes génitaux est crucial et on évaluera la taille des petites lèvres, leur asymétrie, leur pigmentation. Il peut particulièrement être utile de laisser à la patiente un miroir afin qu'elle puisse participer à la planification chirurgicale. Il est obligatoire de réaliser des photographies en position gynécologique et en position debout. L'arrêt du tabac devra intervenir au moins 1 mois, voire plus, avant l'intervention afin de limiter tout risque vasculaire. Aucun médicament contenant de l'aspirine ou un anticoagulant ne devra être pris dans les 10 jours précédant l'intervention, sans oublier le consentement éclairé qui doit être lui signé.
Alors, pour les techniques, le grand nombre de techniques chirurgicales existantes est la preuve pour l'instant que la technique idéale de nymphoplastie n'existe pas. Il existe un grand nombre de différentes hypertrophies, donc c'est pour ça ça nécessite une adaptation dans les techniques chirurgicales. Pour la chirurgie conventionnelle, plusieurs techniques existent. On retrouve la résection ONV, la résection longitudinale, la technique de Wedge. Et puis il y a la résection au laser YAG, Erbium YAG, qui est une technique longitudinale, sous anesthésie locale, se fait en ambulatoire et les suites sont assez simples. Donc après avoir donné les explications à la patiente et obtenu son consentement, on étale une crème anesthésiante, genre EMLA sur les petites lèvres, 1 heure avant la procédure. On trace la ligne de coupe. Le marquage doit être réalisé avant l'infiltration et on montre à la patiente, on prend des photos. Il est préférable de laisser plus de lèvres que d'en enlever en excès afin d'obtenir une forme finale la plus naturelle possible. On désinfecte puis on infiltre les petites lèvres par de la lidocaïne au niveau de la ligne tracée, 1 ml environ par lèvre. On met en place des pinces cochères par exemple sur la ligne marquée, on prend une photo et on montre à la patiente. Il est extrêmement important de laisser au minimum 1 cm de petites lèvres et ne pas dépasser la ligne de Hart lors de la résection. Et après on procède au réglage de la machine. On sélectionne l'Erbium YAG, la pièce à main, la R11, le spot 2, mode ablatif MSP, fluence 9 joules et la fréquence 30 Hz. On procède à la résection tout en utilisant un abaissement pour protéger les tissus sous-jacents. Une fois l'excédent est retiré, on réalise une vaporisation sur le tissu restant en changeant les paramètres. On garde la pièce à main à R11, on passe en spot 3, mode toujours MSP avec une fluence à 8 et on baisse la fréquence à 7 Hz. Les pinces sont laissées en place pendant 20 à 30 minutes selon l'épaisseur. Après le temps d'attente, les pinces sont retirées et si saignement persistant, on peut réaliser une suture au Vicryl 4.0. On recommande 48 heures de repos, vessie de glace ou col de Pâques, une hygiène intime après chaque toilette, on prescrit des antalgiques, des antibiotiques, une crème à base d'acide hyaluronique prescrite à partir de la 2e semaine. La cicatrisation est obtenue 4 à 5 semaines après la résection. La reprise des rapports sexuels ou le sport est conseillée à partir de 4 voire 6 semaines. Les complications, les hématomes peuvent survenir dans les 24 à 48 heures, que ce soit unilatéral ou bilatéral. Un œdème peut persister 1 à 2 jours. L'infection n'est pas fréquente mais peut survenir, d'où l'intérêt de donner un antibiotique en préventif. Un saignement peut apparaître également. Ceci dit, la patiente doit avoir eu toutes les explications et les possibles complications et la convoquer au moindre signe. Et il y a aussi la possibilité de déhiscence de la cicatrice post-opératoire, notamment chez les patientes fumeuses. Une altération de la sensibilité est exceptionnelle mais peut survenir. Il est important de prévenir les patients de cette éventualité. Cette diapo elle illustre le cas d'une patiente présentant une hypertrophie des petites lèvres type 3. La deuxième photo est prise après injection, après infiltration de la lidocaïne. Et la troisième après pose des pinces. Et sur cette diapo, la première photo faite à la fin de la résection. La deuxième, c'est après le retrait des pinces. Je ne sais pas si on voit bien. La troisième, c'est une photo 48 heures après le geste. La patiente a été vue, elle a bien cicatrisé. Un autre cas de la bioplastie, aspect avant et après. Mais là, ça c'est 15 jours après l'acte. Et là, une partie de... Donc là, c'est la pièce à main, la R11. Donc comme j'ai dit, on place un abaisse-langue pour protéger les tissus sous-jacents. On tire sur la petite lèvre et on passe avec la pièce à main.
En conclusion, les avantages de la labioplastie par laser Erbium-YAG. Le laser Erbium-YAG, il répond à une demande croissante témoignant des attentes esthétiques et de la volonté des femmes de prendre en charge leur bien-être. Il offre une approche innovante, précise et moins invasive. Il s'agit d'une procédure assez simple, se fait au cabinet sous anesthésie locale. Les suites sont assez simples avec reprise rapide des activités sociales. Néanmoins, la simplicité de la technique ne doit pas sous-estimer l'importance cruciale de l'expertise, de l'expérience et de l'utilisation appropriée du matériel pour assurer une intervention réussie et de répondre aux attentes des patients. Et je vous remercie.